Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Michaël Jean. Potentibus ou voix EX de médiation et d'innovation sociale à la francophonie. Thierry Léger. Kennesaw State University, USA. Louis Hervé NGAFOMO. Université de Yaoundé, Cameroun. Verba volant scripta manant. Traduction, les paroles s'envolent. Les écrits restent. Les fondements de la rhétorique d'Aristote reconduisent l'usage de la parole, surtout dans son pouvoir réflexif, à agir ou à faire réagir le récepteur singulier ou collectif, selon les scènes discursives. Le point de vue de Michel Meyer, 1993/22, soutenant cette thèse aristotélicienne représente cette réalité, comme une analyse de mise en rapport des moyens et des fins par le discours. La tentation, bien que trop grande, de revisiter la mémoire séculaire de la rhétorique, nous apparaît comme une entreprise icarienne. Il nous semble donc être mesuré et pratique, en rappelant son ontogenèse disciplinaire, située entre 323 et 329 AV. JC sur les traces de cette exégèse, parfois animée d'opinions croisées, on attribue son invention au Sicilien Corax dès le 5e siècle AV. JC l'ouverture du débat fait écho dans le Gorgias de Platon, vers 388 AV. JC, innervant des trajectoires culturelles et sociales au cœur de l'élite, tout comme sur le périmètre de communication de la cité. Tout à côté, l'intertexte disciplinaire s'illustre de façon remarquable dans la Grèce antique, mettant en avant la polis, entendue comme la cité où s'expriment librement des opinions au nom de la démocratie. Bien plus, soulignons que l'analyse du discours, AD, se construit sur 3 preuves, logo, ethos, pathos. De ces 3 modalités, l'éthos, entendu comme l'expression profonde de l'orateur dans sa sincérité et sa crédibilité, porte l'âme discursive à résonance, éculant le sens et l'essence de la communication par les arguments. Chaim Perelman, Jean-Michel Adam, Ruth Amossi, Dominique Magno, Christine Kerbrat-Orecchioni pour ne citer que cela, indiquent par des voies diverses la nécessité de prendre en compte la position du locuteur comme être empirique dans le champ où il se trouve, politique, intellectuel, culturel, littéraire ou autre. Pierre Bourdieu est l'interface de cette assertion sociologique de la réinterprétation de la notion d'éthos dans le concept d'habitus, ensemble de 2 dispositions durables acquises par l'individu au cours du processus de socialisation. Résolument, Georges Molinier, 1992/5, insiste sur le discours de la parole efficace, plaçant l'espace politique et institutionnel des humains autour de valeurs symboliques de rassemblement, de dynamiques agissantes et de motivations transformatrices des communautés. Mutatis mutandis, l'initiative de produire un ouvrage sur l'analyse des discours de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, s'inscrit justement sur les traces d'un exercice académique des sciences du langage. Son élection à la tête de cette institution politique et culturelle est marquée par un changement de cap notoire. Si la migration de la gouvernance de l'OIF du masculin vers le féminin peut surprendre les traditions, heurter les sensibilités, désavouer les schémas patriarcaux du pouvoir, le suivi-évaluation des objectifs du millénaire pour le développement OMD défini en 2000 donne pourtant là un indicatif de succès à l'échelle de la promotion de la femme. Sur cette première impression de la doxa, la Sapientia hisse le débat sur la tribune de la dialectique du pragmatique et du politique. La francophonie, en tant qu'organisation internationale, présente une dynamique interculturelle pour laquelle les communautés de locuteurs, de défenseurs et d'admirateurs de la langue française semblent pour le moins intervenir aujourd'hui plus qu'hier, en faveur d'une franche solidarité entre les peuples, surtout dans un contexte de grande crise. Capitalisme, guerres interreligieuses, migration et terrorisme dans le monde. La légitimation du pouvoir par la voie de la démocratie, valeur défendue par la francophonie, suppose ainsi un contrat d'amour, d'espoir et de mémoire, en toute fierté entre les francophones, les francophiles et leurs tribunes organisationnelles, sous le trait d'union de la diversité culturelle. L'emprunt contextualisé de la formule latine trinitaire amantibus, ceux qui aiment la francophonie, sperantibus, ceux qui espèrent en la francophonie, potentibus,
ceux qui occupent des positions de pouvoir au sein de la francophonie, A. Abbotson, recteur honoraire de l'Université de Liège et président honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, révèle une intense puissance stratégique et politique de cette tribune. Par ailleurs, la lecture de l'essai Une francophonie en quête de sens, retour sur le premier forum mondial de la langue française, Jean-François Simard et Abdoul Echraf Ouedraogo, publié aux presses de l'Université Laval en 2014, peut s'interpréter naïvement comme un son discordant dans une trajectoire organisationnelle qui bat la mesure de l'unité dans sa riche diversité. Que non. En effet, l'ouverture du débat comme modus vivendi de cette réflexion dévoile au second degré le positionnement politique et linguistique de la francophonie dans un monde de l'incertain social, Beck, spectaculairement caractérisé par le choc des civilisations, Huntington. C'est à l'horizon de cette passerelle que se greffe ou s'inscrit l'opportunité itinérante de notre modeste chantier d'écriture. Succédant à Abdou Diouf, Michaëlle Jean est la première femme à occuper ce poste depuis la création de cette organisation. Après Boutros Boutros-Ghali, 1998 à 2002, et Abdou Diouf, 2003 à 2014, la prestigieuse place de gardienne des acquis du patrimoine interculturel que symbolise le français est occupée par l'ancienne gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Élue lors du 15e sommet des 29 et 30 novembre en 2014 de Dakar, Michaëlle Jean a prononcé un certain nombre de discours officiels sur les 5 continents. d'Incheon à Yaoundé, de Libreville à Berne en passant par New York, Conakry, Québec, Moncton, Fredericton, Paris et bien d'autres villes, les auteurs ont opté de déconstruire et de reconstruire les arguments de la médiation interculturelle à partir des 3D, défense, diplomatie, développement, qui caractérisent sa vision du monde de la dite institution francophone. La posture de l'universitaire, critique et scientifique, s'invite sur cette arène pour interroger les actes du discours au prisme des prédicats et des implicites, des non-dits et des présupposés, associant à la valeur encyclopédique, celle de la mémoire de l'histoire des relations internationales, au moyen des cadres théoriques et méthodologiques socio-pragmatiques, sémiotiques et argumentatifs. Sans être exhaustive, voici plusieurs questions qui sous-tendent cette réflexion. Primo, comment la francophonie, par ses nouveaux discours d'organisation géopolitique et d'action sociale, est-elle analysable en tant que facteur de médiation interculturelle à partir des énoncés de la secrétaire générale Michaëlle Jean? Secondo, sous quel angle peut-on envisager l'efficacité des schémas tactiques et stratégiques de la défense dans l'éthos de Michaëlle Jean? Tertio, quelle est la nouvelle trajectoire du développement dans les plans stratégiques et rhétoriques du discours francophone à l'heure de la réorientation des enjeux mondiaux vers les objectifs du développement durable, ODD? Par conséquent, la correspondance entre ces hypothèses d'analyse du discours, l'originalité des réflexions des contributeurs et l'ingénierie thématique d'ensemble, conduite par les pairs universitaires justifie fort opportunément l'inscription de ce projet éditorial au sein des officines de AFU Savoir, culturel et politique sous le thème « Nouveau discours de francophonie à l'heure des grands défis mondiaux ». Autrement dit, l'éducation, le multilinguisme, l'ingénierie des outils du français rassurent-ils les acteurs francophones aujourd'hui, pour espérer un avenir radieux face à l'opacité qui ombrage certains pôles des grands défis mondiaux? De même, Sigiglione, 1991/18, soutient que les événements sociaux ne sont pas considérés comme des produits extérieurs aux pratiques sociales, mais comme des procès que les acteurs accomplissent quotidiennement. Dans quelle mesure la francophonie, par ses nouveaux discours d'organisation et d'action sociale, est-elle analysable en tant que référent de médiation interculturelle actuelle à partir des énoncés de sa secrétaire générale? Autrement dit, le partage du point de vue de Culioli 1983/83, selon lequel énoncer c'est traduire un espace et un temps orienté, déterminé, établir un réseau de valeurs référentielles. Avec quelles compétences, Mushler, le discours de Michaëlle Jean trace-t-il les voies de l'innovation culturelle face aux défis post-modernes? À rebours, comment s'entrevoit la polyphonie, Bakhtin 1997/134, des voies du discours comme entité traversée par la présence de l'autre, Todorov 1981/98, et mimant la géométrie politique des rapports entre les États ainsi que les acteurs des espaces francophones d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'Océanie? Quoi qu'il en soit, en admettant que l'équation de la solidarité entre les peuples se négocie dans la perspective cavalière de ce tournant décisif de la francophonie,
Sous quelles orientations la diversité et l'égalité se partagent-elles la ligne d'intérêt en toute liberté, sous par l'équivalence ou la valence discutée, voire canonisée de la dynamique des organisations, Mintzberg, 1982. Les préoccupations énoncées supra nous conduisent à la déclinaison des articulations du livre. Aussi la lecture des grands mouvements de cette production s'organise-t-elle autour de 3 grandes parties subdivisées en 3 communications chacune. La première partie établit la relation analytique entre le sujet de discours et la responsabilité sociale sous la tribune, francophonie au féminin, comme captation de l'altérité, logo et ethos de Michaël Jean. Aussi, la première entaille de cet épilogue rhétorique trouve-t-elle une expression d'interrogation rhétorico-pragmatique chez Pierre-Suzanne Eyenga Onana, notamment autour des facteurs de mutualisation de l'action interculturelle au sein de la francophonie. S'appuyant sur le discours de Michaël Jean du 15 avril 2015 à l'université de Yaoundé, l'auteur signe « Logo féminin francophone et rhétorique de l'emphase ». De la captation d'une altérité autrement, à la scénarisation de la novation interculturelle. Il négocie l'éthique du vivre ensemble dans son horizon d'exploration. Quant à Kéredine Beckhmar, son approche de valorisation de l'éthos du sujet Michaël Jean conduit à cette réflexion. Michaël Jean, un médium féminin au service de l'idéal francophone porté par un ethos interculturel. Convoquant la relation de confiance entre l'orateur et le public comme le pense Dominique Mangno, la perspective de l'idéal francophone transparaît sous la plume de l'auteur de cette analyse, où la tolérance et les moyens médiologiques de Michaël Jean s'enchevêtrent en réseau de valeurs interculturelles. En outre, l'engagement francophone de Michaël Jean, en tant qu'acte de plaidoyer pour une synergie de forces, met en avant la dimension conceptuelle de la modalisation narrative chez Myriam Mandou AYIWOUO autour de cette pointe d'examen. Michaël Jean sur scène, voix de l'éthotique pour une francophonie synergie. Le caractère interactif de ce processus impose aussi à l'interprète la prise en compte des champs perceptifs. Landowski 2005, Guillaume 1973, garant d'une appréciation opérante du code relationnel global. La deuxième partie de l'ouvrage éclaire les trajectoires et les défis de l'innovation interculturelle en francophonie, tout en insistant sur les impacts qu'induisent les perspectives cosmopolitiques afférentes. Bien plus, l'occasion est donnée au lecteur de découvrir avec Elouia Soliman El Hakim comment la francophonie peut relever le défi d'un monde prospère, à travers une analyse pragmatique et argumentative de quelques discours de Michaël Jean. La mise en musique de l'éthos, du logo et du pathos consolide la posture stratégique de cette livraison pour une francophonie libre et prospère. Tout à côté, l'observation des impacts socio-culturels sur le discours francophone, dont peut se prévaloir la question féminine sur la définition du projet francophone, mobilise l'attention. À ce titre, le discours d'Incheon en République de Corée apparaît exemplaire puisqu'il préfigure la stratégie de l'OIF en matière d'éducation pour tous. C'est justement le motif choisi de la communication d'Arnaud Pagnier intitulée « Le discours de Michaël Jean à Incheon, impact de la question féminine sur la définition du discours francophone ». Par voie d'ouverture de la préoccupation à l'échelle mondiale, Farid Beitat opte pour une approche pragmatique du discours de Michaël Jean à Québec dans une dialectique entre l'action locale et le défi mondial. Partant des valeurs linguistiques et démocratiques, prenant en compte un contexte d'insécurité et d'hostilité en cette période de la mondialisation, l'auteur éveille les consciences à agir plus efficacement pour le bien-être de l'humanité. Par ailleurs, la troisième partie est orientée sur la francophonie institutionnelle en 3D, nouveaux jeux et enjeux décisifs de médiation sociale à l'heure de la mondialisation. En effet, la lecture juste du cadre stratégique 2015 à 2022 de la francophonie semble avoir éclairé l'initiative de Victor Céariol qui offre en réflexion l'entrepreneuriat, la jeunesse, la paix et l'OIF, une analyse pragmatique des discours de Michaël Jean. À ce titre, l'examen d'un certain nombre de discours permet aux concernés de faire ressortir les incidences socio-pragmatiques des objectifs de la francophonie, mettant en relief le développement, l'éducation et la paix en faveur des jeunes. Dans le même ordre d'idées, le contexte mondial, caractérisé par des crises qui en appellent à l'urgence des actions politiques, sécuritaires, économiques et culturelles, inspire à Sanda Maria à RDELEANU cette thématique optative.
pour un imaginaire linguistique et socioculturel francophone où l'urgence doit être la norme. Le choix d'un vaste corpus de discours de Michaël Jean par cette militante francophilophone roumaine permet de faire ressortir les angoisses et d'affilier le registre discursif institutionnel de la secrétaire générale sous l'éthos de l'urgence. À tout considérer, l'analyse des nouveaux enjeux de médiation sociale de la francophonie à partir des 3D défense, diplomatie, développement, déclinée par Michaël Jean à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, et à Incheon, Corée du Sud, lors du Forum mondial de l'éducation, sanctionne la réflexion de Thierry Léger et de Louis-Hervé Ngaf OMO. Dans une approche pragmatique, on observe les actes, le contexte et la performance dans ce processus qui aboutit à certaines fonctions du discours. La confrontation des imaginaires interculturels pose le problème de la prise en compte des préoccupations de la dotation à la recherche dans les pays francophones du Sud. In fine, la reconstruction de la scénographie du discours de Michaël Jean, bâtie autour d'un corpus d'allocutions officielles prononcées dans les 5 continents, entre le 30 novembre 2014 et le 30 novembre 2015, sous l'axe thématique francophonie et médiation interculturelle, adosse sur la vision des 3D. Les analyses servies par des universitaires permettent de relancer le débat sur le répertoire des scènes de communication, les fonctions de conduite du changement social et la reconfiguration des tribunes culturelles au sein du concert des nations. Toute proportion gardée, la valeur de cet ouvrage n'est plus à démontrer car il offre une nouvelle lecture de la relation interdiscursive et des actes de gouvernance au sein de la francophonie. Le relais des critiques sans complaisance de certains aspects du plan d'action ou son déploiement n'élude pas les forces ni les faiblesses de certaines problématiques, de la stratégie ou des mesures. Le ton éclaire les défis du présent et avise sur les perspectives d'une francophonie durable, avant-gardiste du changement et construisant un projet ambitieux selon 3 axes: défense, développement et diplomatie. À notre humble avis, cet ouvrage est le premier sur les analyses du discours de Michaël Jean, bien distancié du souffle d'apologie du sujet, mais un questionnement objectif et réflexif de l'éthos, du logo et du pathos du projet organisationnel francophone, ouvert au débat contradictoire dans ce contexte de critique universitaire. Par conséquent, il relance le débat de communication au sein de cette organisation, inscrite visiblement sur la modernisation de ses outils de gouvernance, de reconstruction de son image institutionnelle, plus que jamais aux prises avec les nouveaux défis de performance que sont entre autres, la promotion de la langue française, la lutte contre le terrorisme, la baisse du réchauffement climatique, la moralisation de l'économie capitaliste, la conservation des patrimoines identitaires et la culture de éducation massive par les prouesses raisonnées du numérique. Première partie, francophonie au féminin comme captation de l'altérité. Logo et éthos de Michaël Jean. Logo féminin francophone et rhétorique et l'emphase. De la captation d'une altérité autrement, à la scénarisation de la novation interculturelle. Pierre-Suzanne Yenga Onana. Université de Yaoundé, Cameroun. Résumé. Comment mutualiser l'action interculturelle entre acteurs sociopolitiques francophones dans la perspective genre, en vue de susciter une franche collaboration inter-États. Telle est la substance heuristique de cette étude fondée sur l'esthétique de la mise en relief qui vise à scruter, dans une approche rhétorico-pragmatique, la logique perlocutoire qui articule le logo féminin incarné par la voix X de Michaël Jean dans son discours prononcé le 15 avril 2015 à Université de Yaoundé. Au terme de notre analyse, nous postulons que la vision de la secrétaire générale exorcise les égocentrismes sclérosants et inopérants qui hypothèquent les idéaux de solidarité et compromettent l'éthique du vivre ensemble. Mots-clés. Logo féminin, altérité, action interculturelle, esthétique, mise en relief, communauté francophone, vivre ensemble. Introduction. Pendant un certain temps, précisément de 1998 à 2014, les rênes du secrétariat général de la francophonie furent tenues par des hommes, notamment l'Égyptien Boutros Ghali, 1998 à 2002, et le Sénégalais Abdou Diouf, 2003 à 2014. Avec l'élection de la Canadienne Michaël Jean en novembre 2014, on assiste au retour de la femme. Le recours à la dynamique genre ainsi consacrée
marque la prise du pouvoir par la gente féminine, non sans instaurer aussitôt une nouvelle configuration des politiques de gestion des affaires de la cité africaine au sein de la francophonie. Il va sans dire que cet état de choses induit une logique neuve dans cette organisation, qui ne saurait laisser à faune les observateurs de la diplomatie africaine. Ce changement, pour fondamentalement ontologique qu'il soit, est cependant loin d'être de type copernicien. Il n'impulse qu'une vision autrement, c'est-à-dire novatrice de la gouvernance au sein de l'institution francophone dont la trajectoire a été peu ou prou marquée du saut phallocentrique typiquement africain. Dès lors, on se demande ce qu'une femme pourrait honorablement apporter de nouveau à une organisation internationale d'envergure créée de longue date sur le sol africain. S'il est vrai que l'importance et l'incidence de la francophonie en tant que forum d'échange multiforme dans la dynamique des peuples d'expression française relèvent davantage du domaine des lapalissades, force est pourtant de constater que par-delà les œillères et les a priori, l'élection de la nouvelle secrétaire générale de la francophonie inaugure d'heureux auspices, précisément par l'entrée en scène de l'approche genre. Mais comment la mise sur un piédestal de cette femme atypique peut-elle militer en faveur de la captation d'une fédération renforcée d'États francophones autour de la langue de Molière, en vue d'une collaboration franche et d'une solidarité pugnace, en tant que gage de paix et ferment de leur altérité? En d'autres termes, si la quête d'une altérité appelle un humanisme béat face aux préoccupations existentielles de l'homme postmoderne dans sa tentative d'expurger le mal-être de sa cité au travers des partenariats bimultilatéraux harmonieux, comment mutualiser l'action interculturelle entre acteurs sociopolitiques francophones dans la perspective d'une collaboration franche inter-États? Autrement dit, quels sont les enjeux d'une parole féminine polarisée sur l'invention d'une communauté de locuteurs francophones neuve mue par le dépassement des égocentrismes sclérosants et l'exorcisation des exclusivismes réducteurs et inopérants au XXIe siècle naissant? La réponse à ces questionnements corrélés constitue le moteur ou la substance heuristique de la présente communication. Elle vise d'une part à scruter la logique perlocutoire qui articule le logo féminin incarné par la voix X de Michaël Jean, dans son discours à Yaoundé le 15 avril 2015 lors de la cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa de l'université de Yaoundé. D'autre part, il s'agit de se faire l'écho des actes énonciatifs et des stratégies de mise en relief convoquées par cette interlocutrice intrépide dans la perspective d'alimenter une herméneutique francophone soucieuse des apostrophes. Impulser un paradigme interculturel innovant sur la base de ces dits, non-dits et prédits. Les deux hypothèses qui structurent notre analyse sont les suivantes. 1. Le discours de Michaël Jean met en lumière l'impact de la gouvernance féminine sur le projet francophone, au prisme des modalités socio-culturelles, linguistiques et identitaires de la francophonie. 2. Son énoncé politique se situe aux abords d'un enjeu d'innovation et de reconfiguration des passerelles de la solidarité articulée sous la forme du vivre ensemble chez les peuples francophones, que Dominique Mvogo, 2009/65, appréhende comme à l'éthique de l'être ensemble. Point sur les concepts clés et la grille conceptuelle adoptée. Le référentiel de lecture convoqué dans le cadre de cette étude est éclectique. Il se réclame à la fois de la nouvelle rhétorique et de la pragmatique, qu'elle soit analytique, énonciative ou intégrée. S'agissant de la nouvelle rhétorique telle que conceptualisée par Chaim Perelman, elle conçoit la rhétorique comme la théorie du discours persuasif. Son point de chute est la redéfinition de l'argumentation. D'après Perelman 1988/23, son but est de provoquer et d'accroître l'adhésion d'un auditoire aux thèses qu'on présente à son assentiment. Pour Chaim Perelman, 3 types d'arguments rhétoriques cristallisent la logique épistémologique en tant que discours rationnel visant à convaincre l'auditoire. Il s'agit du triptyque logo, pathos et ethos. Pour éclectique qu'elle soit, la grille conceptuelle de la nouvelle rhétorique qui sous-tend notre étude se fondera sur l'une des 5 parties de la rhétorique telle que rappelée par Gigi Robrieux, 2000/16, à savoir la disposition, dispositio ou taxi en grec. La disposition, à lire Robrieux 2000/16, est l'art d'ordonner les arguments, autrement dit de les assembler selon son plan. S'agissant de la pragmatique dans son versant analytique, elle fut inaugurée par J.L. Austin et poursuivie par J.R. Searle. Elle repose sur l'idée que la communication humaine est intentionnelle, et non exclusivement explicite.
Ce courant rattache la prise de parole à l'accomplissement de 3 actes de langage. L'acte locutoire par lequel on produit des signes, l'acte illocutoire qui réfère au pouvoir transformateur du dire et l'acte perlocutoire relatif à l'effet consécutif à l'acte de dire. Quant à la pragmatique énonciative ou intégrée, elle fut conceptualisée par Reboul et Meuchler, 1994 sur 30-31, et repose sur 2 hypothèses. L'une, ascriptiviste, selon laquelle les énoncés ne communiquent pas des états de fait mais des actions, d'où les actes de langage, et l'autre, référentielle, selon laquelle comprendre un énoncé c'est comprendre les raisons de son énonciation. Reboul et Meuchler, 1994 sur 30-31, soutiennent que la description de l'énoncé implique la description du type d'acte qu'il est censé réaliser. Quant au concept d'emphase ou tournure de mise en relief, M. Riegel, J.C. Pella et R. Yule, 1999 sur 264, le définissent comme tout procédé d'insistance ou de mise en relief. En rhétorique, ce terme désigne l'ensemble des procédés qui permettent de renforcer une image ou une idée, au moyen par exemple, de l'hyperbole, de l'hypotypose ou encore de la répétition. 1. L'enjeu de la captation d'une altérité neuve, l'apport de la dispositio. Pour J.J. Robrieux, 2000 sur 17, l'éthos intègre les qualités liées à la personne même de l'orateur, c'est l'image qu'il donne de lui auprès du public. L'opération de séduction du sujet francophone par Michaël Jean réside dans la force perlocutoire de ses énoncés performatifs tels que révélés dans son discours. Son être féminin, ethos, alimente son dire pragmatique, logo, en vue de susciter un sentiment de révolte positive et de donner un coup de fouet à un éventuel défaitisme de la part des auditeurs, pathos, en vue de les mettre en action pour le plus grand bénéfice de la francophonie tout entière. Mais la mise en équation de la gouvernance féminine sur le projet francophone passe surtout par un impératif catégorique. Le questionnement sur les causes de la faillite africaine par l'exorde ou proème. Si dans cette partie introductive du discours rhétorique, l'orateur s'efforce de satisfaire par son ethos, la mise en équation de la séduction vise quant à elle à sensibiliser l'auditoire sur la nouvelle vision du monde que doit désormais incarner le sujet francophone, à l'effet d'impulser l'émergence via le rayonnement de la francophonie. Car que recherche en réalité Madame la secrétaire générale, si ce n'est se positionner comme cette femme énergique dont les actes élocutoires de type verdictif, promissif, comportatif et expositif interpellent les Africains sur l'urgence à relever les nombreux défis politico-économiques qui les mobilisent? Les questions rhétoriques qu'elle formule à l'endroit de l'auditoire trahissent le non-respect par nombre de pays africains membres de la francophonie des engagements institutionnels pris par tous les États de la planète en l'an 2000. Elles traduisent aussi le point de départ du nouveau projet de la francophonie pour l'Afrique. Comment expliquer que nous ne serons pas en mesure d'atteindre, à la fin de cette année 2015, les objectifs du millénaire pour le développement? Que nous sommes obligés de nous engager, à nouveau, sur un programme de développement pour l'après 2015. Yaoundé, 15 avril 2015. De fait, les faillites et autres écueils qui obèrent l'éclosion du développement de l'Afrique par son inscription au rang des continents émergents s'érigent en cible des objectifs déclinés tels qu'ils suivent. Bâtir des villes plus durables, afin de combattre les changements climatiques et de protéger les biens communs de l'humanité, afin tout simplement d'atteindre ce monde de prospérité, d'équité, de liberté, de dignité, de justice et de paix auquel tous les peuples, toutes les citoyennes et tous les citoyens sont en droit d'aspirer? Yaoundé, 15 avril 2015. C'est d'ailleurs à juste titre que Michaël Jean débouche sur une note d'espoir dans son discours, en sonnant le glas du somnambulisme inopérant aux fins d'inviter les Africains à se remettre résolument au travail en vue de l'émergence de leur continent en 2050. Il n'est pas acceptable que nous nous retrouvions, au XXIe siècle, comme si les indépendances n'avaient pas été partout gagnées, comme si l'apartheid n'avait pas été éradiqué, comme si la guerre froide et la bipolarité du monde n'avaient pas pris fin. Yaoundé, 15 avril 2015. 1.1. L'éthos féminin à l'aune de la disposition, qu'en dire c'est faire faire. Au moyen de la disposition, Michaël Jean organise son discours en 3 grands pôles sémantiques précis: l'exorde, la confirmation et la péroraison. Pour parvenir à susciter l'affect de ses interlocuteurs francophones qui sont à la fois médias et intermédiaires, ministres, enseignants, étudiants, journalistes de la presse écrite ou parlée,
Elle met à contribution toutes ses qualités d'oratrice, à commencer par son ethos. Autrement dit, son énoncé ou son acte directif dégage une telle force illocutoire qu'il vise à obtenir de son interlocuteur sa participation active en tant qu'artisan de la libération de l'Afrique de l'hydre du sous-développement presque généralisé qui l'enserre. Le moins qu'on puisse avancer, dans un contexte universitaire comme celui qui sert de cadre à sa scène discursive, et que l'enjeu énonciatif réside moins dans la capacité d'une diplomate à toucher la corde sensible de l'auditoire que dans celui de positionner la jeunesse comme le fer de lance de toute nation futuriste. 1.1.1 L'arrimage de tous à la pratique de l'approche genre, l'exorde. L'altérité au sein de la grande famille de la francophonie procède aussi de cette solidarité manifestée par la reconnaissance et l'adoption systématique et systémique de l'approche genre dans son discours. Elle doit désormais dominer les pratiques humaines. En effet, Michaël Jean reste convaincu qu'aucun développement n'est envisageable au sein de la francophonie dans l'occultation d'une catégorie du genre, y compris les enfants souvent perçus comme des laissés pour compte. L'équation du développement participatif en Afrique passe donc inéluctablement par le rodage et l'enrôlement complet et indiscriminé des effectifs qui nourriront la quête de l'émergence de demain. En évoquant notamment ses précédents engagements, à la fois comme universitaire et femme politique d'envergure au Canada, Michaël Jean fait parler son fer pragmatique et invite la jeunesse africaine à suivre ce tracé exemplaire qui s'ouvre à elle telle une piste de Formule 1. Comme pour dire que la secrétaire générale partage en tout cas l'idée de l'opportunité de l'invention d'un nouvel humanisme, fondé sur l'approche genre au sein de la famille francophonie. En optant pour la trajectoire de la séduction qui met en avant son expérience professionnelle, Michaël Jean décline par le fait même les contours de sa personnalité politico-intellectuelle afin que sa trace fasse tache d'huile. J'ai eu à vivre cette belle aventure, l'enseignement qui est la vôtre. J'ai enseigné à la faculté d'études italiennes de l'Université de Montréal, mon alma mater. Yaoundé, 15 avril 2015. 1.1.2 L'ancrage identitaire, d'un tout à un atout pour la francophonie. Le rapprochement des peuples d'expression française n'exclut pas un certain ancrage identitaire, puisque de l'avis de Michaël Jean. La richesse de la francophonie, c'est la diversité des langues et des cultures de ses 80 États et gouvernements répartis sur les 5 continents. Yaoundé, 15 avril 2015. L'identité de la secrétaire générale, précisée par des informants suggestifs, se révèle être également un indice de perception non négligeable de la dynamique associative négociée par l'expression politique du féminin au sein de la francophonie. La révélation de son identité participe dès lors des modalités et autres stratégies mises à contribution par cette diplomate intrépide, dans le sens d'impulser sa vision de la gouvernance au féminin. Effectivement, on la savait canadienne noire, ou si l'on veut de couleur. Mais on s'attendait certainement moins à ce qu'elle s'enorgueillisse en mondovision, ce qu'elle fait pourtant sans coup férir. Quelle fierté et quelle émotion, enfin, pour une femme noire que je suis, pour la femme noire qui garde au plus profond de son cœur et de sa mémoire la saveur et la couleur de cette Afrique à laquelle ont été arrachés ses ancêtres par la traite négrière. Yaoundé, 15 avril 2015. Dès lors, M. Jean s'accommode de l'affichage identitaire dans son discours, allant même jusqu'au rappel de ses origines africaines. La figure de répétition, renforcée par celle de la gradation que Gigi Robrieux, 2000 sur 140, nomme climax, en ce qu'elle juxtapose ou coordonne des éléments en progression ascendante, en rajoute à la description de la réalité identitaire ainsi exprimée par la secrétaire générale. À l'examen, 2 expressions révélatrices de son identité de femme noire sont mises en apposition à travers 2 relatives tout aussi empreintes d'émotivité. Que je suis, qui garde au plus profond de son cœur. Autant admettre que la répétition dans le cas d'espèce ne traduit en rien une faute. Il s'agit d'une manœuvre discursive d'où se dégage l'intentionnalité du locuteur quant à sa volonté de décliner son identité et de rappeler son appartenance socio-culturelle africaine. L'occurrence, 3 fois du paradigme C'est en Afrique, met en relief le lieu source en lequel elle se reconnaît et s'identifie. Ce lieu illustre la fierté d'appartenir à ce continent dont elle n'ignore pas l'histoire malgré la distance qui l'en sépare. Elle se réclame d'ailleurs, à la limite de sa nationalité d'importation, dont elle est la pétulante représentante. C'est en Afrique, continent de mes origines,
que m'ont conduite voilà quelques années mes premières visites d'État en qualité de gouverneur général du Canada. Yaoundé, 15 avril 2015. À cet égard, on peut postuler que l'une des stratégies argumentatives convoquées par Michaël Jean consiste justement à montrer à la jeunesse que loin de constituer un frein à la construction d'une altérité innovante au sein de la francophonie, l'identité des individus ne saurait non plus se nourrir du changement de leur personnalité. Voilà pourquoi elle est d'avis que le pari de la francophonie consiste à parler d'une même voix dans le dépassement de nos différences, de nos disparités de développement, de nos divergences, au nom de valeurs universelles partagées, et grâce à une langue universellement partagée, le français. Yaoundé, 15 avril. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.